J'avais vu à la cinémathèque à Tokyo, qui passe des vieux films, un peu comme la cinémathèque à Paris. J'avais vu Ran de Kurosawa, mais sans aucun sous-titre, etc. Et j'avais pris une belle claque quand même. Je m'étais dit comment ils ont réussi à faire brûler un château. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça paraissait tellement vrai. Bah, au final, c'est vrai. Donc, mais voilà, donc c'est la première fois que je me suis dit comment c'est possible de fabriquer en fait des choses et comment est-ce qu'en fait le cinéma, c'est pas que voir une histoire, c'est aussi comment la fabriquer, la raconter visuellement, etc. J'ai su assez jeune, mais paradoxalement pas si jeune que ça, que je voulais faire des films. Donc vers l'âge de 17-18 ans en fait. Et, euh, et en fait c'est passé par beaucoup de choses différentes, mais surtout en fait par mes origines familiales. Parce qu'en fait moi j'ai on va dire, j'ai une famille qui est assez euh, multiculturelle, dans laquelle il y a plein de cultures d'origine très différentes. Et en fait, euh, notamment, tout part un peu du Maroc, mais en fait, à cette période, enfin dans les années 50, quand moi, mes grands-parents et les frères de mes grands-parents sont partis, ils sont un peu allés dans les quatre coins du monde et ils ont fondé des familles un peu dans les quatre coins du monde. Et donc, en fait, notamment au Japon, en fait, où en fait, il y a une histoire assez drôle de famille qui fait qu'en fait, le frère de mon grand-père, il a eu une femme là-bas et des enfants, des petits-enfants, etc. Et donc, en fait, mes cousins et ma famille de là-bas, ça a été un peu un déclencheur en fait, que déjà c'était possible de raconter des histoires sur sa famille, sur ses origines, sur les cultures un peu différentes que celles dans lesquelles on grandit. Et puis surtout, vraiment, un aspect passionnel au cinéma. Parce qu'en fait, avant de savoir ce enfin, avant de vouloir en faire, je voulais surtout en voir et en découvrir. Et c'est vrai que le fait d'avoir justement c'est beaucoup passé par le cinéma japonais, en fait, que j'ai voulu en fait, découvrir un peu la fabrication, comment les films sont faits, etc. Enfin, j'ai fait un premier court métrage, mais complètement sans, on va dire, équipe, ni sans vraiment notion, parce que j'ai pas pris de cours ou j'ai pas fait d'école technique qui m'ont appris voilà, le découpage, ce genre de choses. J'ai essayé de me renseigner comme je pouvais en lisant des livres, en lisant un peu les classiques, etc., en regardant des interviews. Et en fait, j'ai fait un premier court-métrage sur des Yakuza, justement, qui s'appelait Coming Home, que j'ai fait au Japon. Très, très inspiré des trucs de Takeshi Kitano. Et en fait, ça m'a donné envie d'essayer un peu de pousser la chansonnette, quoi. C'est un film que j'ai fait voilà, dans un contexte très, très, très particulier, dans un vrai contexte de, de vraie passion pour le cinéma. Parce qu'en fait, moi, les réalisateurs qui m'ont donné envie de faire des films, c'est des réalisateurs qui ont commencé assez dans leur vie à faire des films vraiment avec des budgets microscopiques et essayer voilà, de raconter des choses avec plus ou moins de moyens, avec plus ou moins d'expertise, mais avec beaucoup de passion, quoi. Genre les films de Peter Jackson, les premiers, enfin Brain Dead, les trucs comme ça, ou récemment, moi je me suis un peu intéressé aussi au travail de Ty West et ses premiers films pareils, qui sont des films un peu des petits films qu'il faisait avec des amis dans des maisons de campagne. Bon, évidemment, l'exemple, la référence ultime, pardon, c'est Sam Raimi, etc. Mais en fait, cette espèce de pan de réalisateurs qui, en fait, quand ils te racontent qu'en fait, ils voulaient faire des films mais qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, l'envie, le sujet et tout, mais qu'en fait, ils l'ont quand même fait, c'est un peu ça l'impulsion de ce film-là.
Et donc en fait après c'est un film qui raconte vraiment une histoire assez commune et assez, on va dire, enfin qui arrive beaucoup dans nos générations, surtout quand elles sont liées aux réseaux sociaux, et qui en fait raconte l'absence totale de vie privée que tu peux avoir quand tu es un influenceur, ou même pas que un influenceur, et que tu es exposé en général aux réseaux sociaux. Et en fait, évidemment, les écarts et les écueils auxquels ça peut conduire. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires, surtout quand j'ai tourné le film, de personnes, c'était pas forcément en France, c'était beaucoup en Asie, etc. Mais d'influenceurs qui en fait se retrouvaient suivis par des gens qui étaient fans d'eux et qui les suivaient pendant des lives, ou qui voulaient rentrer chez eux, ou qui voulaient vraiment s'immiscer dans leur vie parce qu'ils avaient l'impression de les connaître par cœur, et qu'en fait l'identification elle était tellement bizarre qu'en fait il n'y avait plus de frontières, quoi. Et c'est vrai que le film, il parle de ça, il raconte l'histoire d'une bande d'influenceurs qui en fait vont dans une maison pour faire des contenus en vacances d'été, et un jour, en fait, il y en a un qui fait une gaffe, qui laisse son adresse fuiter quelques instants, et elle tombe entre les mains de la mauvaise personne. Et donc, il y a quelqu'un qui, voilà, un fan absolu d'une des personnalités qui sont dans cette maison, qui décide d'aller pour les voir et pour pouvoir toucher un peu du doigt leurs idoles. Et évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu du tout. Hi, can I help you? Yeah, I'm so fan of you. I've seen all your videos. All your videos. Can I? You saved my life, and I was sick. Okay, sorry, you have to leave. I'm sorry. What? Yeah, it's a private property. You can't be here. I'm sorry. You have to leave. Thanks. There's something wrong? He's a fan. I don't know how he came here. Oh, excuse me, sir. You better leave right now. What? Get the fuck out now. You should not talk like this. You should not talk like this. Leave! I hate stalkers. Fuck. Last year, one of them came to my studio when I was in the middle of a live. I had to call the police and to move. I didn't know. Fuck these people. Yeah. You good? Yeah. Les personnages sont vraiment très inspirés chacun de la vie, des problématiques et des sujets de chacun des influenceurs qui les jouent. Ils ont fait un travail énorme pour rentrer dans ces persos et pour essayer d'y mettre plein de choses, mais je leur ai laissé beaucoup de liberté pour ça, parce que c'est vrai qu'ils ont un langage qui en fait correspond à cette génération, et en fait je voulais aussi que le film sonne un peu comme cette génération, c'est-à-dire que les thèmes, la façon de parler, le côté un peu caricatural, le côté un peu plus profond, tous les traumas cachés, etc., qui sont des choses qu'on connaît, qu'on connaît beaucoup et dont les influenceurs parlent de plus en plus à cœur ouvert maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas avant non plus. Et donc en fait, oui, je leur ai laissé beaucoup de marge de manœuvre pour justement s'imprégner les personnages et vraiment essayer d'y rajouter tous les éléments qu'ils pouvaient pour se sentir libre en fait. Tinder's not working here, there is nothing around. Yeah. And you're not scared of meeting bad people? Like what? Geeks? Freaks? Babe, you should try it sometimes. Yeah. Chill out. Yeah, chill out. Like, no worries about weirdos. I see them all day long and I know to deal with them, you know? Come. Maybe for tonight. For the followers. Mm. I love that. Like this. Yeah. Hey. 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 Le point de départ aussi de cette histoire, c'est en fait la capacité avec laquelle les gens maintenant en fait ne croient plus à ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'entre l'appel constant aux fake news, les informations qui partent de partout, dans tous les sens, dans toutes les directions, dans lesquelles il n'y a pas forcément de filtre. Maintenant, l'IA qui en plus rajoute un truc où en fait on a l'impression d'avoir vu des images qu'on n'a pas vues, il y a des montages de tout plein de choses, des remplacements. En fait, les gens sont devenus hyper méfiants vis-à-vis des contenus qu'ils consomment sur les réseaux. Et c'est vrai que de voir ça, on va dire, de nos jours,
ou sur Instagram, dans le même flux actif on va dire de consommation, on peut tomber sur une vidéo horrible de l'actualité et sur un deepfake de Drake qui chante avec la voix de Céline Dion une chanson d'Edith Piaf. En fait, ça fait qu'il y a un espèce de grand mélange et que les gens sont très très méfiants. Et donc en fait, c'est beaucoup arrivé, ça surtout aux États-Unis pour le coup, pendant des lives, que des gens vivent ou fassent des choses et qu'en fait les gens ne croient pas ce qui se passe. Notamment justement des affaires d'influenceurs qui se font, où il y a des gens qui rentrent dans leur maison, qui commencent à leur demander de faire des choses, etc. Et en fait les gens n'y croient pas, ils disent ah mais c'est hyper marrant, c'est trop drôle, on veut en voir plus, etc. Ce qui fait qu'en fait la non-confiance amène à une espèce justement d'insécurité totale, surtout pour ces gens-là, dont en fait la vie, l'histoire et l'identité, elles se construisent sur ça en fait, sur ces bases d'image et de perception de l'autre en fait. Whoa. Come on. Is this one of your weird videos? No. Are you sure? Yeah? Did Marie warn you? Girl, chill out. You see, it's fake. What the fuck, Sam? Are you serious? The video is completely fake. 200K views in 2 hours, guys. She smashed her record. Just relax and chill. She'll get back soon. Look, we're getting new followers. Wow. I love her. What's going on, Alex? What's wrong? I have a bad feeling about this. I'm worried. Why? You know, this fan came to the house. It was so weird. And Yeah. me and Sam, we told him to leave. We threatened him. Yeah. I think he saw the location on the picture. Maybe it's the guy on Marie's video. You know, she never told me anything about any video, so I think that... Okay. Don't panic, okay? Calm down. Like, No, I can't, because, you know, stalkers can be very dangerous sometimes. what's your plan? I think I know where Marie shot the video, so I'm going to go there, you know, just to be sure. I'm going with you. No, you're No not way, coming. Alex, I'm coming. Come on. Le grand avantage d'avoir toutes les nouvelles technologies, c'est d'avoir des dizaines et des dizaines de points de vue possibles avec lesquels tu peux raconter tes histoires, et en fait avec des moyens qui sont beaucoup moins importants qu'avant. Il n'y a plus de pellicule, il n'y a plus de lumière qui ont besoin d'être aussi importantes qu'avant pour pouvoir éclairer le minimum, le rapport à l'obscurité, etc. Il y a des caméras qui captent beaucoup mieux justement l'obscurité. Et donc en fait, on a essayé de profiter un peu de ça pour faire un film qui, parle de cette génération et de tout ça. Mais en fait, moi, j'avais quand même aussi envie que, certes, le film, voilà, on utilise beaucoup de téléphones dedans, on filme beaucoup, on utilise aussi beaucoup les technologies modernes, mais j'avais envie qu'il ait quand même une espèce de une petite senteur, enfin qu'il ait un petit côté aussi film hyper nostalgique, série B des années 80-90, parce que moi, c'est des films que j'adore, vraiment premier degré. Je trouve qu'ils sont à chaque fois, j'en ai découvert plein, et il y en a que je trouve mais carrément incroyables, quoi, des trucs, des slashers, mais même pas forcément évidemment les plus connus, toute la saga des Scream, des Nightmare on Elm Street, enfin tout ce genre de trucs. J'adore même le 5, le 6, je trouve qu'à chaque fois il y a des idées de fou dans ces films, vraiment de fou. Mais il y en a aussi plein d'autres, des tout petits, des films dans des summer camps aux États-Unis avec des affiches pas possibles, etc. Et moi j'adore ce genre de film. Enfin, je sais qu'à cette période, j'en regardais beaucoup, et j'avais aussi envie un peu de jouer avec ce côté-là. C'est pas quelque chose que j'ai vécu. J'ai pas du tout vécu les années 80 et tout ça, mais même moi, ça arrive à me rendre nostalgique, donc j'ai essayé un peu de jouer un peu avec ça, avec le chef opérateur du film.
Welcome to my house. It's insane, Alex. Oh my god. Le film, on a énormément resserré voilà, les coups. Et en fait, on a surtout beaucoup essayé de préparer le découpage en amont. C'est-à-dire que avec le chef opérateur du film, qui justement, qui s'appelle Michel Abramovitz, et qui est un chef opérateur assez expérimenté, mais qui paradoxalement a fait que des films énormissimes. Genre, il a fait Taken, enfin des films en chef opérateur complètement dingues. Et en fait, le fait, je pense, de lui dire, cette fois, on va faire l'inverse, on va faire un film hyper hyper découpé, dans lequel on va vraiment pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, etc. Avec des éclairages un peu à la Stranger Things, un peu fou, et avec un budget totalement réduit. Ça l'a fait rigoler, en fait. Je pense que le défi était tellement loin de ce qu'il avait l'habitude de faire qu'en fait, je pense que ça l'a intéressé, ça l'a intrigué. Et donc, en fait, le tournage, ça a été fait avec une équipe réduite, dans une maison intégralement. La forêt dans laquelle on a tourné était juste à côté, les chemins de campagne étaient vraiment pas loin. Et en fait, on a essayé de mettre les acteurs dans la peau des personnages et dans les conditions de leurs vacances, en fait, un peu d'été au début. C'est-à-dire qu'ils dormaient dans les chambres dans lesquelles ils étaient, ce qui fait qu'en fait, ils sont devenus assez vite copains, ils ont fait plein de choses en huis clos, pendant la vie du tournage, pendant qu'en fait, les autres équipes dormaient autour de la maison. Et ce qui fait qu'en fait, il y a eu une espèce de naturalisme un peu... mais c'est compliqué de parler de naturalisme quand on parle d'influenceurs et de ce genre d'image, mais on va dire un post-naturalisme un peu intéressant et intriguant, et qui a fait qu'en fait les acteurs sont rentrés dans la peau de leur personnage. Et donc en fait c'est vrai que le tournage et les conditions du tournage c'était incroyable, c'était vraiment très très drôle, parce que c'était voilà, il y avait une équipe que de gens qui voulaient... Qui ont été incroyables et qui voulaient faire un film avec toute la liberté, décorrélée des contraintes et décorrélée de tout le stress et de la tension que ça peut amener aussi. Et donc voilà, c'était complètement... c'était drôle et c'était génial comme expérience. Vraiment, c'était trop marrant. Let's party! Fucking amazing! Fucking amazing! There's nothing I can do.